Un petit mot sur les membranes que l'on utilise, vu que l'on a rarement l'occasion de les couper en deux pour voir ce qu'il y a dedans. Il en existe des centaines, avec des propriétés différentes, mais elles sont généralement composées d'environ 20 000 fibres capillaires, qu'il faut s'imaginer comme des macaronis, c'est-à-dire qu'elles sont creuses à l'intérieur. Si l'on coupe en deux notre membrane, on voit le sang qui parcourt longitudinalement le macaroni, et c'est à travers la paroi du macaroni que va se faire le transport diffusif ou convectif. En hémodialyse, le liquide de dialysa va entourer nos macaronis, et en convectif, l'ultrafiltrat généré va circuler entre ces macaronis. Les déchets seront ensuite récupérés par les systèmes de connexion à l'extrémité du filtre. On va maintenant parler des différents circuits d'épuration en fonction de la technique qu'on va utiliser. Alors on a déjà un site de prélèvement et de retour de notre sang, qui peut être soit un cathéter ou une fistule artério-veineuse. Ici dans l'exemple, on a pris un cathéter comme souvent on utilise en réanimation. Le sang va être aspiré à l'aide d'une grosse pompe à sang qui va générer un certain débit et une certaine pression dans le circuit et dans la membrane. Le sang rentre donc dans la machine par une des voies du cathéter, la voie rouge, que l'on appelle par convention la voie artérielle. Évidemment, ce n'est pas une artère, c'est une veine. Le cathé de dialyse, c'est un cathé veineux central, il est placé dans une veine de gros calibre. Une fois le sang prélevé, il va falloir immédiatement l'anticoaguler vu qu'il circule contre des parois en plastique, sinon ça va thromboser. Ici, on va anticoaguler avec une seringue d'héparine non fractionnée, mais ça aurait pu être autre chose comme du citrate de calcium que l'on ne développera pas ici. Le sang arrive dans la membrane, lieu des échanges, puis il est renvoyé via l'autre voie du cathéter, la voie bleue, qui est dite veineuse. Alors commençons par le circuit d'hémofiltration, que l'on va retrouver avec la Prismaflex et que l'on pratique essentiellement en continu. C'est le mode CVV-HF pour l'hémofiltration continue véno-veineuse. Ici, on va récupérer dans une poche qui va s'appeler l'effluent, l'ultrafiltrat créé. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va produire jusqu'à 90 litres par jour que l'on devra vider dans les égouts dès que la poche sera pleine. Si on continue comme ça, notre patient sera lyophilisé en quelques heures. Donc on va lui rendre un liquide, qu'on appelle le liquide de substitution, ou de restitution, c'est pareil, à la composition que l'on veut. Et ce liquide, on peut lui amener de deux façons. Soit avant le filtre, c'est ce qu'on appelle la prédilution, soit après le filtre, c'est ce qu'on appelle la post-dilution. On l'expliquera davantage après, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le volume, qu'il soit en pré ou en post-dilution, il vient compenser exactement le volume qui est sorti en ultrafiltrat. Enfin, exactement ou pas tout à fait, si on veut dépléter notre patient, c'est-à-dire lui faire perdre du poids. Alors, ici, on va faire une toute petite parenthèse pour éviter une confusion qui est souvent faite avec le terme ultrafiltration. Quand on dit ultrafiltration, on pense tout de suite à l'UF, que l'on programme en millilitres par heure sur la machine et qui correspond à la perte de poids que l'on veut faire à notre patient pendant la séance. Sauf que lorsqu'on fait de l'hémofiltration, on fait en permanence de l'ultrafiltration. Et c'est pas pour autant que le patient va perdre du poids, vu qu'on compense exactement ce qu'on lui fait perdre, à l'aide du liquide de substitution. Si on veut que notre malade perde du poids, il va falloir lui rendre un peu moins que ce qu'on lui enlève, avec le liquide de substitution. Et ça s'appelle la perte patient, et pas l'UF. C'est important parce qu'on verra tout à l'heure que lorsqu'on fait de l'hémodialyse, on peut aussi faire de l'ultrafiltration en même temps ou après la séance. On associera alors un transport convectif au transport diffusif, pour faire de la perte de poids. Et en hémodialyse, quand on fait du convectif avec le diffusif, ce qu'on retire du patient, on va souvent l'appeler l'UF. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, l'UF ne sera pas compensé. Donc en résumé, ultrafiltration, l'UF, ne veut pas forcément dire perte de poids. Ça veut juste dire que l'on épure le sang avec un transport convectif avec une différence de pression. Et pour simplifier les choses, on va appeler UF l'ultrafiltration, le transport convectif, et perte patient, la déplétion que l'on a fait au patient. Alors, le circuit d'hémodialyse maintenant, qui ressemble fortement au précédent. On a toujours notre sang aspiré via la ligne artérielle à l'aide d'une pompe à sang. Il arrive dans une membrane après avoir été anticoagulé et il est renvoyé au patient via la ligne veineuse. La différence, c'est que l'on fait circuler à contre-courant un liquide de dialyse de composition maîtrisée de l'autre côté de la membrane. Alors vous allez me dire, et vous aurez totalement raison, pourquoi à contre-courant ? Eh bien la raison est très simple. C'est que le sang qui est souillé, qui rentre à l'intérieur du filtre, il est un peu moins souillé à la sortie du filtre. Et pour nettoyer un sang qui est déjà un peu propre, il vaut mieux avoir un dialysat tout neuf. Alors que pour un sang qui est encore très très sale,
On peut se contenter d'un dialysat qui est un peu fatigué par ce qu'il a déjà nettoyé à son entrée. Ainsi, on va arriver à homogénéiser la qualité du transport dialytique tout au long de la membrane, et tout se passe comme si l'ensemble de la membrane était exploité. A l'inverse, si on branchait les deux non pas à contre-courant mais dans le même sens, on nettoierait super bien le sang sale au tout début, et après notre dialysat sale va se fatiguer sur un sang qui n'est plus trop sale, et donc tout va se passer comme si la membrane avait une surface un peu plus petite que celle que l'on a achetée. Comme on l'a vu tout à l'heure, le dialysat sale est jeté aux égouts par la suite. Alors, une autre petite parenthèse, il est tout à fait possible d'ajouter un transport convectif lors d'une séance d'hémodialyse. On va appuyer sur la membrane pour faire perdre de l'eau à notre patient, tout comme on l'a fait juste avant en hémofiltration. Sauf que cette fois, cette déplétion ne sera pas compensée par un liquide de substitution. Si je veux que mon patient perde 2 kg sur sa séance de dialyse de 4 heures, je devrais régler sur ma machine une perte patient de 500 ml par heure. Il arrive parfois que l'on fasse ce que l'on appelle de l'UF isolé, de l'ultrafiltration isolée, parce que notre malade n'a pas de chiffres de fonction rénale qui sont inquiétants. Par contre, il a une surcharge hydrosodée et il est anurique. Dans ce cas-là, on va faire une séance de quelques heures avec seulement de la convection sans compensation. C'est pour ça qu'on l'appelle UF isolé. Donc un transport convectif sans compenser ce que l'on retire du patient. Enfin, la dernière technique, c'est un mix des deux. On vient de dire que l'on pouvait ajouter un transport convectif lors d'une séance de dialyse, donc un transport diffusif. Eh bien, on peut aussi ajouter du diffusif lors d'une séance d'hémofiltration. Et on appellera ça de l'hémodiafiltration continue. Alors, il n'y a pas plus compliqué puisqu'il y a tout. Cette technique a été inventée dans les années 70 pour faire face aux insuffisances des membranes de l'époque. Aujourd'hui, son utilité est discutable pour la majorité des patients, mais elle reste utilisée en réanimation encore de nos jours. Quelques mots sur les pressions. Le sang du malade va être prélevé dans la machine sous l'effet d'une pompe qui tourne à 200-250 ml/min. Et cela va générer une dépression. C'est pour cela que la pression d'entrée est négative. Quand cette pression d'entrée baisse, ou s'élève en valeur absolue, c'est à l'origine de beaucoup de problèmes, parce que la pompe va s'arrêter complètement, le sang présent dans le circuit n'avance plus, ça va coaguler, c'est le bazar. Il est déjà primordial de comprendre que pour qu'une séance d'épuration extra-rénale se déroule convenablement, il faut un bon cathéter, bien posé, non coudé et présent dans un vaisseau où il y a beaucoup de sang. Un autre capteur est présent avant la membrane, c'est la pression filtre, ou la pression d'entrée dans le filtre. Cette valeur est positive vu qu'on se situe après la pompe à sang. On arrive ensuite dans la membrane où deux valeurs sont calculées par le logiciel, la pression transmembranaire, ou PTM, et la perte de charge. Ces pressions sont primordiales pour la surveillance et le monitorage d'une séance d'épuration. On va voir ça après. Ici, on retrouve la pression effluent qui correspond au recueil de l'ultrafiltrat en transport convectif et du dialysat souillé en diffusif. Après la membrane, le sang retourne au patient via la ligne veineuse. On a donc un capteur de pression veineuse présent ici. On note également qu'il y a des dispositifs de sécurité, des clans, des capteurs de bulles d'air et de thrombus pour ne pas envoyer tout ça dans le malade.